Commençons le cours. Mes cheveux on dirait que je sors de la douche. Commençons par l'art de porter attention à soi-même et de choisir d'être honnête avec soi-même. Je vais m'assurer qu'il n'y a rien qui va nous perturber. Ça aurait été un jour parfait d'enseigner de la méditation et de se connecter à Dieu, mais je vais suivre le plan cette fois. Pour une fois. Pauvre de nous, victime d'un plan. Oui, on parle de la victime aujourd'hui, du sauveur et du persécuteur. Ah. C'est une bonne chose. Quand on a parlé des dénis et des émotions, ces forces étaient terribles à l'intérieur. C'est vraiment le sentiment le plus riche qu'on a d'un potentiel. La sensation la plus claire qu'on a quand on fait de la croissance personnelle. Rappelons-nous que quand on porte attention à un sentiment à l'intérieur, il est révélé, il nous est révélé. Et si il est trop dense, il est aussi dissolu. Et si c'est un sentiment de joie, un sentiment léger, alors on va faire l'expérience de la joie. Si on intègre la joie, elle ne va pas disparaître. Ouais, en fait, ça va devenir plus raffiné, mais ça ne va pas disparaître. Ou bien peut-être que ça va, et dans ce cas-là, ça va devenir quelque chose d'une joie plus élevée. Quand on observe, quand on intègre de la souffrance, elle s'élève. Elle devient plus subtile. Donc, quand on observe une émotion, c'est les deux premières choses que vous allez voir, c'est qu'est-ce qu'est le déni, qu'est-ce qu'est l'émotion. Ça peut être... Souvent, c'est un mix. Donc, concentrez-vous sur le feeling principal. Si vous avez de l'orgueil et de la honte et un peu de peur, bah, focussez-vous sur l'orgueil. Souvent, il y a un peu de peur quand on a honte, c'est normal. L'orgueil, souvent, monte parce qu'il y a un autre déni qui provoque. Par exemple, ah, t'as fait une faute? Non, non, j'ai pas fait une faute. Donc, il y a un peu de honte qui a créé de l'orgueil. Donc, l'émotion, les dénis et les émotions sont les saveurs les plus riches d'un potentiel. Donc, vous vous focalisez là-dessus quand vous faites de l'intégration émotionnelle. Vous respirez à l'intérieur et vous ressentez. Donc, il faut que vous respiriez gentiment et profondément. Mais le sentiment, la saveur émotionnelle, c'est la chose la plus importante. Quand vous avez saisi l'explosion générale de vos potentiels, des forces, si vous ne comprenez pas pourquoi ce potentiel s'est bâti à l'intérieur de vous, pourquoi ce potentiel de brique ou de chaîne
Pourquoi ça s'est solidifié à l'intérieur de vous? Ça va sûrement se reproduire. Probablement c'est à propos d'un de vos comportements, de votre schéma de pensée, façon de penser. Donc comprendre vos comportements aussi peut se passer en le ressentant. Ça peut aussi se passer intellectuellement, c'est important, mais principalement de ressentir la saveur de ces impulsions. Aujourd'hui, on va étudier les rôles du persécuteur, de la victime et du sauveur. Et on va initier un processus d'étude de nos comportements. Si vous pouvez admettre qu'est-ce que vous avez fait comme une action à l'extérieur et comme une réaction à l'intérieur, de construire, qui ont construit ces blocs et ces chaînes à l'intérieur, ces potentiels. Donc là, vous seriez une étape plus proche de ne plus les reproduire. Le plus clair est votre comportement, le plus vertueux est votre comportement et votre attitude, le plus dur ça sera pour vous de remanifester ces potentiels denses. Donc, de cette façon, apprendre, étudier, s'étudier soi-même, étudier ses comportements, étudier comment on est à l'intérieur. C'est une façon de trouver la liberté, de récupérer son pouvoir et c'est pour ça que c'est important, en addition de dissoudre des potentiels durs, de comprendre comment est-ce qu'on les a produits. Beaucoup d'entre eux ne dépendent pas de nous, parce que c'est des événements de la vie, des choses à l'extérieur qui nous arrivent. Donc, on bâtit un système de défense. Mais si un événement arrive dans votre vie qui bâtit un potentiel de grande souffrance, de grande tristesse, vous êtes quand même celui qui a cet espace à l'intérieur. Donc, la grande erreur de ce système, c'est peu importe ce qui vous est arrivé quand vous étiez un enfant, il n'y avait absolument aucune chance de l'empêcher d'arriver. Mais quand vous devenez un adulte, là, vous avez la capacité de gérer ce qui arrive à l'extérieur et comment vous vous sentez à l'intérieur. Maintenant, vous avez la possibilité de choisir comment est-ce que vous gérez ça. Tout ce qui s'est passé jusqu'à votre adolescence, à la fin de votre adolescence, souvent, pas toujours, mais souvent, vous ne pouvez rien faire de différent. Ça, c'est la vie. La vie vous commence avec un bagage à résoudre, de choses à résoudre. Et maintenant que vous êtes un adulte, donc durant l'adolescence, votre autonomie émotionnelle et mentale s'est produite gentiment. Quand vous avez arrêté d'être dépendant de vos parents, financièrement, par exemple. Donc émotionnellement et mentalement, on peut aussi faire ça. Donc, ouais, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi et c'est trop tard. Mais aujourd'hui, et à partir de maintenant, vous pouvez choisir d'être en charge, d'être en contrôle de ça. Vous pouvez atteindre un point où un événement, une catastrophe qui se passe, quelque chose qui vous est imposé, vous pouvez apprendre comment votre ego fonctionne afin de
prévenir une nouvelle manifestation de cette négativité. Et une fois que vous avez appris ça, vous allez réaliser que en tant qu'enfant, vous avez aussi joué ces jeux. Et- mais on est d'accord, vous étiez trop jeune pour le réaliser. Donc on est d'accord. Vous ne pouviez pas prévenir ces potentiels de se former. Mais on a malgré tout joué le jeu. Tout le monde sait qu'un enfant va manipuler, ou va jouer la victime, ou va jouer le persécuteur. Certains enfants sont super compassionnés et d'autres jouent le sauveur. On voit ça, on le voit. Ceux qui ont eu des enfants, on voit qu'ils jouent à ces jeux-là. Donc, en comprenant l'ego, on comprend les mécaniques qui ont permis à ces potentiels de se former. En tant qu'enfant, on n'avait rien pu faire de différent. C'est quelque chose de naturel de l'ego d'agir. C'est la nature, c'est comme ça que vous êtes bâti. Il n'y a rien de mal dans l'ego, c'est naturel. Ça nous amène au point suivant. Quand on est né, on est comme des animaux dans la jungle. Et on essaie simplement de survivre. Donc, c'est complètement normal d'agir typiquement comme un ego. De jouer le persécuteur, la victime ou le sauveur. D'utiliser le pouvoir, le contrôle, la manipulation, de désirer des choses, d'avoir des attentes. C'est complètement normal. On est bâti comme ça, on est créé comme ça. Donc, votre attitude de vous chastiser, ça, c'est de l'ego. Et c'est quelque chose qu'il faut se débarrasser. Ne vous punissez pas vous-même de ne pas savoir ce que vous n'aviez pas appris encore. Donc la vue que vous avez que l'ego est quelque chose de mal, ou ces bouddhistes qui disent il faut tuer le mental, ça c'est une mauvaise compréhension. Aimez votre ego. L'ego, c'est ce qui va atteindre l'illumination, qui va atteindre la réalisation. L'ego, c'est celui qui va devenir un saint. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous êtes. Soyez constructif dans votre attitude avec votre ego, pas négatif. C'est normal que votre haine de soi, on a parlé de l'haine de soi dans les 2 cours précédents, c'est normal que votre haine de soi va aller dans les mécaniques de l'ego et va vous faire haïr quelque chose. Vos dénis vont faire que vous allez blâmer quelqu'un. Et donc, quelqu'un va devenir votre ego. Comme une façon de blâmer quelqu'un d'autre. Donc, vous faites quelque chose, vous réalisez que c'est une erreur. Oh, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que mon ego m'a fait faire? Et vous dites ça. Qu'est-ce que mon ego m'a fait faire? Comme si c'était quelqu'un d'autre. Mettre la responsabilité sur un ami imaginaire ou un ennemi imaginaire. Quand votre ego vous fait faire quelque chose, en fait, c'est vous qui l'avez fait. Vous allez seulement trouver la liberté si vous prenez responsabilité pour ce que vous faites. Vous êtes votre ego. Autant que vous êtes votre âme, et autant que vous êtes
une fraction de Brahma, de Dieu. Vous êtes votre ego complètement. Donc, c'est pas qu'est-ce que ton ego te fait faire, c'est ce que tu fais. Et ça, c'est naturel. Ce n'est pas quelque chose de... Pardonnez-vous pour ce que vous n'aviez pas encore appris. Ce n'est pas évident de prendre la responsabilité pour soi-même. Essayez d'apprendre ce que l'ego est avant d'avoir cultivé un sens de responsabilité. Ça risque de marcher, mais vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, c'est bien d'avoir l'attitude « Je suis mon ego » et « Je veux me connaître ». Au moins, j'ai envie de vraiment me connaître moi-même pour que je puisse m'améliorer. On a appris déjà que on se connaît jusqu'au point où on en est maintenant. Mais ça, c'est juste de la philosophie. Donc, comprendre comment l'ego fonctionne avec une attitude responsable de ce que vous avez fait, avec de l'honnêteté, avec l'humilité d'aller ressentir la douleur et le courage de pardonner. Ça amène la libération de la situation qu'on est en train de vivre, et ça va nous apprendre sur les mécaniques de comment tout ça fonctionne. Ça va être un long chemin, mais chaque étape nous apporte un bénéfice immédiat. C'est pas grave si c'est un long chemin. Ça aussi, c'est un mensonge. C'est juste pour vous motiver. C'est pas un long chemin. Vous allez faire ça pour toujours. Donc, autant vous y habituer. À chaque fois qu'on fait de la croissance personnelle, on se sent mieux. Si vous avez fait de la croissance personnelle par le passé, il y a longtemps ou récemment, on se sent mieux. Quand on se prend ses responsabilités, quand on s'étudie, quand on admet ses propres comportements qui causent des turbulences dans notre vie. Et notre attitude, la façon dont on réagit à l'intérieur, va aussi influencer les événements à l'extérieur qui créent de la négativité à l'intérieur. Comment est-ce qu'on crée tout ça? Il y a beaucoup d'événements dans notre vie dont on n'a aucun contrôle. C'est simplement une leçon d'humilité de la vie. Mais on peut choisir comment est-ce qu'on va réagir à ces événements. Et on fait de son mieux à chaque fois. Bien. Apprendre comment son ego fonctionne, c'est apprendre la liberté à l'intérieur. On désire souvent d'avoir la liberté à l'extérieur, la liberté du gouvernement, la liberté des lois. Moi, je veux pas de la liberté du gouvernement. Moi, je veux que le gouvernement qui reste, ils pompent la merde de ma maison et ils mettent du goudron sur les routes, et ils apportent la nourriture dans les magasins, ils mettent des docteurs dans les hôpitaux. Et j'adore le gouvernement. J'aime. C'est une chose merveilleuse. La liberté n'est pas l'anarchie.
ou vous vous révoltez à propos de tout ce qui se passe à l'extérieur. La liberté, c'est de ne pas se sentir agressé à propos de votre propre haine de soi, haine de vous, et ne pas être motivé par votre avarice, et ne pas être dans le noir de votre propre ignorance. La liberté, c'est d'avoir son libre arbitre, afin que vous puissiez choisir comment agir et comment réagir dans votre attitude, à travers votre attitude. Bien? Ok, on va parler de ces masques alors. Le plus simple des masques qu'on va parler, c'est la victime. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas mal. Et c'est facile de comprendre la victime intellectuellement. Et ça va vous donner une compréhension mécanique de la victime. La victime, c'est agir avec faiblesse. Du moins, on croit qu'on sait quand on joue la victime, d'agir avec faiblesse afin d'obtenir quelque chose. Démystifions un mensonge qu'on se fait à propos de la victime. Si, dans votre jeunesse, un tyran à l'école venait vers vous, juste si ça s'est passé, juste un exemple. Un tyran à l'école qui vous a menacé. Et vous dites, non, arrête. Immédiatement, vous allez penser, ça c'est jouer la victime. Non, c'est pas ça la victime. Quand vous voyez un potentiel de souffrance arriver, et vous suppliquez pour ne pas avoir mal, c'est simplement de la peur. C'est pas jouer la victime. C'est vraiment la peur d'une menace. Donc, vous pensez que jouer la victime, c'est les situations où vous agissez avec faiblesse. Les situations où vous êtes vraiment en état de faiblesse, ce n'est pas jouer le rôle de la victime, c'est vraiment être faible. Jouer la victime, c'est quand vous allez chez votre amant. Oh, s'il vous plaît, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi, s'il vous plaît? Oh, je te donnerai tout ce que tu veux. C'est quand vous prenez une attitude de faiblesse pour attirer un sauveur, alors que vous n'êtes pas menacé. Et vous prétendez que vous l'êtes. Ça, c'est jouer la victime. Ok? Donc, c'est souvent lié au masque du faux espoir et de la manipulation. Pas tout le temps, mais souvent. Quand vous n'êtes pas menacé, ou qu'il y a une menace, mais vous pourriez y faire face facilement. Quelque chose qui vous arrive de mal et vous êtes un adulte. Vous pourriez simplement payer votre facture et travailler dur et passer à travers. Donc vous pourriez y faire face. Vous avez la force et les moyens. Vous pourriez décider d'être responsable. Mais vous choisissez d'agir avec faiblesse afin d'attirer, de séduire quelqu'un ou un quelconque système qui pourra vous sauver. Ça, c'est jouer la victime. Vous ne jouez pas la victime quand vous êtes honnêtement, vous avez peur pour votre vie. Vous ne jouez pas la victime quand votre survie est en cause. Ça, c'est de la peur honnête.
C'est l'instinct de survie. Jouer la victime, c'est quand il y a beaucoup d'autres options et vous choisissez la faiblesse comme une arme. Observez-vous vous-même. Dans mon pays en ce moment, à cause du confinement, à cause de la situation du Covid, tous ceux dans ma situation pourraient demander de l'aide financière et recevoir $2000 automatique. C'est comme ça que le gouvernement prévient une crise économique. Et évidemment, cet argent vient d'ailleurs. Et donc, on ne va pas pouvoir se plaindre quand des services vont manquer ces prochaines années. Mais tout le monde survit. Je n'ai pas demandé, moi, cette aide. Je peux vivre en ce moment humblement. Je ne bois plus, très rarement. Je n'utilise pas de drogue ou quoi que ce soit. J'achète de la nourriture humble, je ne vais pas au resto. J'aurais pu jouer la victime. Oh, pauvre de moi, donne-moi plus d'argent. Parce que je pourrais. Et j'aurais participé aux années plus dures qui vont arriver parce que cet argent du gouvernement a été donné pour ça. Donc, il y a des services qui vont manquer. Tout ce que j'aurais dû faire, c'était de demander. Et ça aurait été donné comme ça. Voilà. Ça aurait été jouer la victime. Et j'aurais pu, depuis mon avarice, avoir plus d'argent du gouvernement. Et moi, je paye mes impôts, c'est notre argent, c'est l'argent du gouvernement, je pourrais avoir un style de vie humble et pouvoir traverser cette période sans problème. Je mange tous les jours, je mange même un peu trop. Donc ça c'est d'autres schémas de l'ego à propos de l'abandon. En fait, hier, ça a été, mais le jour d'avant, j'ai mangé 4 repas. Assez gras, mais bon, voilà. Donc, jouer la victime, c'est choisir la faiblesse comme une arme pour obtenir quelque chose. C'est basé sur l'avarice. Ça pourrait être basé sur la haine, mais en général, c'est basé sur l'avarice. Parfois, c'est basé sur l'ignorance. Jouer la victime pourrait être vous ne savez pas mieux. Vous ne savez pas mieux. Vous êtes tellement aveuglé que vous suivez le courant de ce que les autres font. Mais souvent, le plus souvent, c'est basé sur l'avarice, basé sur mon expérience et ce que j'ai vu envers les autres. Donc, il y a une différence entre être une victime honnête, quand il y a une vraie menace, quand vous ne pouvez pas concevoir d'autre façon, quand même si vous étiez responsable, les forces à l'extérieur qui vous sont imposées vont vous faire perdre quelque chose de précieux. Votre santé, votre vie, de l'amour, style de vie. Ça veut dire qu'on est vraiment menacé. Donc c'est être une victime objective. Il y a un événement qui se passe et on est victime de ce qui se passe. C'est pas de jouer la victime, c'est simplement un mot qu'on utilise
quand c'est un fait objectif. Quelque chose qui s'est passé et vous étiez la victime de cet événement, il y a pas de problème. Mais le rôle de la victime, quand on joue la victime, c'est quand on choisit cette option. Littéralement, on prétend tellement dur qu'on finit par y croire soi-même. Donc, de jouer la victime, c'est un choix de ne pas prendre ses responsabilités. Donc, maintenant, on a besoin d'être prudent ici parce que, en tant qu'ego, en tant que quelqu'un qui a besoin de prouver qu'il est responsable ou se prouver à soi-même, on va choisir de ne pas jouer la victime et à travers ça, on va refuser de l'aide des autres. Et ça, c'est aussi jouer la victime. Quand vous faites face à une situation réelle et que vous avez besoin d'aide ou que de l'aide, ça serait vraiment utile, ayez l'humilité d'accepter la gentillesse de quelqu'un. Si vous en avez besoin, si ça vous aide vraiment, acceptez-la. Si, en ayant peur de jouer le rôle de la victime, vous refusez le flot de la gentillesse, vous êtes aussi en train de jouer la victime. Et vous vous imposez à vous-même d'être une victime. Ou dans des situations où vous pourriez simplement être sauvé ou simplement recevoir de l'aide. Et on vit dans la société, on est dans un clan. Donc, on s'aide, on s'entraide. Ok, apparemment j'ai une réaction maintenant. Je crois que c'est à propos de recevoir de l'aide. Je crois pas que c'est à propos du gouvernement, mais quelque chose d'autre. Ok, je suis d'accord. Ok, on continue. Mon œil droite, mon œil droite, il y a un truc qui me démangeait dans l'œil droite et c'est descendu dans le nez. Donc c'est quelque chose que je voulais pas voir et après je voulais pas ressentir. Juste là, je viens d'avoir un orgueil de ce schéma pendant que je l'enseigne. J'avais une image à garder. Je ne pouvais pas recevoir de la nourriture d'un ami. Il y a quelqu'un qui a plus de nourriture, donc elle me donne de la nourriture. Moi, j'en ai pas besoin, mais ça aide. Donc il faut que j'accepte ce cadeau de nourriture qu'elle me donne chaque semaine. C'est la personne qui s'occupe de ma mère et elle veut s'occuper de tout le monde, elle veut aussi s'occuper de moi. Donc j'étais en train de jouer la victime en prétendant que je n'étais pas en train de le faire. Donc voilà, ça c'est un exemple de la vie qui montre ce que je suis en train d'enseigner. En gros, c'est notre image, c'est notre orgueil. Ah, j'ai pas besoin de cette aide, moi. C'est une façon de se cacher, subtile, pour ne pas être vu en étant faible. Donc, je mets un bouclier et le fait de se cacher derrière un bouclier, c'est aussi de jouer le rôle de la victime. Ah, ça c'est cool. Donc, ouais. Donc, j'ai aussi des sentiments de préserver mon image en fonction de ma mère. Des trucs qu'est-ce que ma mère va penser si je reçois de l'aide et tout ça. Mais en fait, je pense que ma mère, elle veut juste que son fils soit heureux, qu'il reçoive un cadeau. Donc, voilà, ça c'est cool. Donc, jouer la victime, c'est un choix qu'on a quand on a plusieurs options. Mais c'est aussi la victime quand on refuse de l'aide qui nous rendrait apparemment faibles. Donc c'est important
comprendre qu'est-ce que c'est vraiment de la survie naturelle, ou quand on fait vraiment joue le rôle de la victime. Quand on le fait intentionnellement, ou quand est-ce qu'on se cache. On se cache à l'intérieur dans ce rôle de victime. Donc, en gros, quand il y a un masque de la victime, il y a du contrôle. On force de la non-responsabilité, ou on refuse de la gentillesse quand elle est là, quand elle arrive. Qu'elle est là sans nous demander la permission. Pour essayer de ne pas avoir l'air faible. Donc, il y a du contrôle dans l'ego. Donc, tout ça c'était intellectuel. C'était pour comprendre. Maintenant, allez dans le feeling, dans l'émotion. Quand on joue le rôle de la victime, c'est pas un choix intellectuel, c'est une vague à l'intérieur qui, essayons d'avoir quelque chose. On va essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. Et vous ressentez ça. Donc, si vous jouez le rôle de la victime, il y a une vague émotionnelle qui essaye de contrôler un événement. Donc, essayez de ressentir ça. Ressentez cette saveur émotionnelle de la victime. Que ça monte à l'intérieur. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est pas une vraie peur, c'est simplement essayer d'avoir plus. Donc, vous allez le ressentir quand ce feeling de victime va monter. À la place d'un feeling de responsabilité, d'un sentiment de responsabilité. Ça pourrait aussi être la responsabilité de dire, je crois pas que j'arriverai à faire ça tout seul, j'ai besoin d'aide. Et de trouver une solution, de demander de l'aide. Ça, c'est sage et prudent. C'est une forme de force. Mais quand on joue le rôle de la victime, c'est quand on est là, je pourrais faire quelque chose, mais je sens qu'il faudrait faire un effort. Donc, essayons d'aller demander à quelqu'un d'autre de faire cet effort. Et on sent cette force à l'intérieur qui monte, qui va nous faire aller chercher quelque chose qu'on ne mérite pas vraiment, ou qui n'est pas à nous. Donc on va observer cette saveur émotionnelle et apprenez à la reconnaître. Et l'anti-victime, ça c'est juste un déni, c'est l'orgueil qui essaie de cacher la possibilité d'avoir besoin d'aide. Tout ça, ça sera quoi? Ça aussi, ça sera une réponse émotionnelle. Étudions maintenant la victime dans sa partie active. Quelque chose qui vous motive à agir et d'obtenir des autres le max. Des fois, il y a une zone grise et on se demande, est-ce que je joue la victime ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide? Si vous êtes pas sûr, ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir dans votre tête. Et allez et ressentez la saveur. Est-ce que vous ressentez une saveur d'avarice, de vouloir obtenir plus des autres? Ou est-ce que vous ressentez de la peur et de la responsabilité, de ces certitudes de il faut que je trouve une solution? Si vous posez cette question, est-ce que je suis en train de jouer la victime ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide? Ça veut dire que vous êtes dans votre tête. Donc, ressentez. Prenez le temps nécessaire et vous allez ressentir si vous jouez un jeu ou si vous êtes vraiment dans la merde et vous avez besoin d'aide. Donc, dans ce cas-là, agissez avec responsabilité et demandez de l'aide des autres. Soyez responsable. Identifiez la saveur émotionnelle. C'est la solution pour découvrir, pour vraiment savoir dans quel état vous êtes vraiment.
Ok, jusqu'à présent, on a couvert pas mal d'outils pour qu'on puisse maintenant avancer vers le sauveur. Pour le sauveur, j'ai l'impression que ça va être rapide, ça va être facile. Parce que si vous comprenez la mécanique de la victime, ça va être plus facile de comprendre comment le sauveur fonctionne. Vous pouvez être gentil, d'être honnêtement gentil, ça vient de la pure gentillesse, et et on sent que c'est bien, et il y a du bien là-dedans, quelqu'un qui reçoit quelque chose, et il y a de la gratitude, et c'est honnête. Vous allez ressentir si vous êtes gentil et compassionné, ou si vous êtes en train de jouer le sauveur, en allant ressentir la saveur de ce qui se passe émotionnellement. Est-ce que c'est une vague de « il faut que j'obtienne de la validation » ou est-ce que c'est l'impulsion à l'intérieur « je veux que l'autre se sente mieux ». Ensuite, vous saurez si vous jouiez ou si vous jouez le sauveur, ou si vous êtes simplement une bonne personne. Maintenant, amenons une petite complication de votre compréhension du sauveur. Si votre motivation principale, c'est la gratification que vous recevez en retour, ça veut dire que vous jouiez le sauveur. La plupart du temps, quand on joue le sauveur en voulant devenir indispensable envers quelqu'un d'autre. Vouloir devenir essentiel dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que si on n'est pas, on l'est pas, ça se peut qu'on va nous rejeter. Ça peut qu'on va devenir inutile. En gros, on a peur de ne plus être aimé. Donc notre motivation est de rester dans l'image de celui qui pourvoit. Dans nos actions, on va toujours paraître identique. Que l'on soit gentil, compassionné ou si l'on est sauveur. Donc l'action physique est la même, donc les autres ne vont pas savoir lequel des deux c'est. Quand vous jouez le rôle du sauveur, les autres peuvent aussi être gratitude pour ce que vous avez apporté. En tant que sauveur, votre besoin d'avoir de l'importance par rapport aux autres cette force est tellement forte que vous ne croyez pas à leur libération. En tant que sauveur, vous voyez que si vous ne voyez pas que les autres peuvent devenir responsables, que les autres puissent trouver leur propre autonomie, c'est une bonne chose pour eux d'être autonome, d'être complet. En tant que sauveur, ça va vous irriter si quelqu'un pourrait à un point où ils vont plus avoir besoin de vous. Donc, les sauveurs vont s'assurer que les autres restent des victimes, dépendantes. On a presque l'impression que c'est un persécuteur à ce point-là, mais on va voir ça. On voit ça souvent dans les cultes et les religions, où le culte ou la religion a amené une sorte d'émotion de paix à travers leur philosophie, mais également à travers leur philosophie d'être une partie essentielle dans la vie de ceux qui suivent cette secte, sans croire à la libération de ces personnes-là. Parce que si c'est les étudiants,
les participants, ils vont plus avoir besoin de la secte ou des religions. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les religions et les cultes agissent en tant que sauveurs. Car ils s'assurent qu'il n'y a aucune autre option que de rester d'être partie de cette religion. Donc, avant que vous ayez blâmé tout le monde entier pour ça, retournons à l'intérieur et observons. Est-ce que j'ai ce schéma de vouloir avoir l'air bien? C'est une vague émotionnelle, c'est pas un choix dans la tête. J'ai besoin qu'on me regarde, qu'on me voie et qu'on me perçoive comme quelqu'un d'important, qu'ils ne vont jamais me quitter. Ok, un petit avertissement aux enseignants du Mahajriya qui ont besoin de garder leur étudiant en tant qu'étudiant. Wink, clin d'œil. Ça, c'est une attitude de sauveur. En tant qu'enseignant du Mahajriya, vous devez désirer profondément la libération de vos étudiants pour qu'ils puissent devenir complètement autonomes. Et à travers ça, ayez la foi que si vous êtes un bon enseignant, vous aurez plus d'étudiants. Et vous aurez toujours le respect de vos anciens étudiants. Donc voilà. En tant que sauveur, vous ne croyez pas en la capacité des gens que vous sauvez. Et vous même essayez de trouver une façon pour qu'ils ne deviennent pas responsables. Donc, émotionnellement, dans un couple, on va faire ça. Regarde à quel point je fais tout ce que je fais pour toi. Tu as besoin de moi. Est-ce que vous avez vraiment envie que votre partenaire soit dépendant de vous? Afin qu'il reste même s'il ne vous aime plus? Du coup, l'amour ne sera pas honnête, ce sera simplement une source de conflit. Si votre partenaire est complètement libre d'arrêter la relation à n'importe quel moment et de leur choix, de leur libre arbitre réel, ils choisissent de rester avec vous. Cet amour, c'est le plus sincère et le plus honnête qu'on peut trouver. Et si les deux parties de cette relation donnent ce qu'ils peuvent, dans une relation, on fait tout ce qu'on trouve mal toutes ces caractéristiques d'un culte et d'une religion, mais on le fait dans un couple. Peut-être que vous le faites au travail parce que vous n'avez pas envie de perdre votre travail. Si vous êtes bon à ce que vous faites, même si vous n'êtes pas irremplaçable, ils vont vous garder. Vous faites du bon travail. Et dans une relation, je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'autres options. Cette peur d'être seul. C'est toujours une bonne chose d'offrir à l'autre quelque chose dont il a envie. Donc, pour qu'on puisse aussi recevoir quelque chose d'autre en retour. Recevoir quelque chose qu'on aime aussi. Une relation, c'est un échange, c'est pas un abus, c'est un échange mutuel. Vous donnez quelque chose, vous recevez quelque chose. Et c'est ça, c'est de l'amour, c'est prendre soin. Et vous avez aussi envie qu'on prenne soin de vous. Donc, faites-le. Donc, assurez-vous que quand il y a ces trucs de sauveur, j'ai fait ça pour toi, donc maintenant tu me dois quelque chose en retour. Même chose avec les amis.
Jouer le sauveur en tant que jeu de Lego, ça a toujours été un bon marketing pour moi. S'assurer que mes étudiants voient à quel point ils bénéficient de ce qu'ils gagnent, ce qu'ils reçoivent dans le Majria, en espérant que ça soit une motivation pour eux de continuer, avec un enseignement qui s'assure qu'ils vont recevoir, qu'ils vont atteindre la libération, pour qu'ils gardent leur liberté, car la liberté, c'est la base de l'intégration. Dans ce cas, et dans ce sens-là, c'est un acte de compassion d'utiliser l'influence marketing du sauveur en simplement donner une technique qui fonctionne et qui les amènera à une libération où ils ne vont pas dépendre envers la personne qui leur a appris. Donc, ce que j'ai fait qui pourrait paraître des actions de sauveur va donner une dépendance à la philosophie, mais pas à celui qui l'a transmis. Ce que je donne, c'est une dépendance à la croissance personnelle, pour que les étudiants trouvent que la croissance personnelle, c'est génial, mais également qu'ils s'assurer qu'ils vont vouloir la propager. Évidemment, on ne fait pas de la propagande, mais on propage quand c'est nécessaire et requis. Donc, comprendre comment le rôle du sauveur fonctionne, de causer une dépendance à un enseignement, à une sagesse. Donc, j'utilise du marketing. Je transfère ce que moi, je pourrais gagner en tant que sauveur. Je transfère ça à la philosophie elle-même pour que vous allez devenir dépendant à l'évolution. C'est ma compréhension du masque du sauveur qui m'a permis de faire ça en tant que moyen expéditif. Et ensuite, il faut que j'accepte qu'il y a des centaines de personnes qui m'ont haï et des milliers qui m'adorent et qui n'ont aucun pouvoir sur les autres. Je pourrais aussi dire, est-ce que tu as vu à quel point la sagesse que j'ai créée, à tel point elle est bien, et ce feeling que tu as eu, tous ces sentiments que tu as vécus, ils vont s'arrêter quand tu arrêtes d'étudier avec moi. Tout ce que j'aurais eu à faire, ce serait de mentionner ça. Juste mentionner ça. Un séminaire sur 2, mentionner ça. J'aurais pu mentionner ça et ça aurait marché. Votre cerveau aurait bâti une connexion de si j'étudie plus avec Maha, je vais plus avoir cette sagesse. Je vais plus me sentir comme ça. Donc, ce que j'ai fait à la place, c'est de dire à chaque fois que vous n'allez pas faire de croissance personnelle, vous allez perdre ce sentiment de bien-être. Donc, comprendre cette impulsion à l'intérieur du sauveur et ce besoin de garder un contrôle mental sur quelqu'un. Ça, c'est ce que vous avez besoin d'observer si vous avez envie de vous identifier en tant que sauveur. Donc, afin que vous puissiez toujours croire en la libération dans des esprits des autres, croire en la liberté de votre conjoint, pour que vous puissiez être tellement en gratitude par le fait qu'il vous aime et qu'il veut passer du temps avec vous. Cool. Ok, dernier rôle. Persécuteur. Oh mon Dieu, j'ai dit que c'était le plus dur. C'est peut-être le plus facile d'un côté, mais c'est le plus dur à voir.
La définition, c'est une vague à l'intérieur, c'est une saveur au niveau émotionnel et mental. C'est une saveur, pas juste des pensées. Un peu comme la victime, je vais jouer la victime pour gagner quelque chose, pour obtenir quelque chose. Comme le sauveur aussi, je vais jouer ce rôle, c'est une vague. Je vais jouer ce rôle pour obtenir quelque chose. Le persécuteur va aussi avoir cette vague. Je veux obtenir ça par force. Et souvent, de la violence peut arriver, mais pas tout le temps. Parfois, de la manipulation. Vous allez trouver une stratégie pour obtenir quelque chose qui vient de cette vague, qui est basée sur l'avarice ou l'ignorance. Si vous faites une action en tant que persécuteur, vous allez causer de la souffrance. Parce que vous dites, je veux ça, j'ai besoin de ça. Et à la place d'être responsable, d'y travailler, vous allez simplement obéir cette vague et abuser les autres. Ça, c'est le persécuteur. L'erreur qu'on fait, c'est de voir que les militaires comme des persécuteurs juste parce qu'ils vont à la guerre. Ce serait génial qu'il n'y ait pas de guerre. Ok, essayons de prendre un exemple où vous n'allez pas réagir. Que vous avez la sagesse et l'humilité de comprendre l'économie et les mécaniques globales. Donc choisissons quelque chose d'autre. Il y avait un gars qui a tué son père. Et ce gars s'est vu comme un persécuteur toute sa vie. Mais c'était pas un persécuteur. Et il jouait pas le rôle du sauveur. Il a littéralement sauvé sa propre vie et la vie de sa mère. Cette action de violence, c'est la première chose qu'on penserait, c'est que ce gars, il a aidé à tuer son père. Et il a passé la plus grande partie de sa vie avec ce sentiment terrible parce qu'il s'est dit, j'ai fait quelque chose de mal parce que il a agi avec violence et il a manipulé, il a caché. Mais en fait, il a apporté de la compassion et du bonheur dans le monde. La vraie solution, merci pour la police, et ça aurait été de dévoiler que le père était en train d'abuser ses enfants et aussi d'abuser tout le monde. Donc, mais imaginez, il y a 40 ans, c'était pas comme ça. C'était dans un pays où il y avait une mentalité sud-américaine où les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient, où les chefs de famille, c'était le gars, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec leurs femmes et leurs enfants, avec aucune conséquence. Donc, dans un monde où la police n'aurait rien fait, ce fils était en fait en train de faire un acte de compassion. Mais il s'est vu lui-même comme un persécuteur. Donc ça, c'est un exemple que je prends. Donc maintenant, on a la police. Et c'est génial que dans même dans ces pays-là, maintenant, il y a des solutions. Ça n'a rien à voir que ce soit le père ou la mère, c'est juste un exemple que j'ai donné. Quand il n'y a aucune autre option, quand même la société ne va pas intervenir. À un moment donné,
vous avez besoin de mettre, il faut que vous mettiez votre pied sur le sol. Moi, par exemple, en tant que père, j'aurais aimé que mon fils se défende contre un tyran à l'école pour qu'un tyran arrête de faire ça. Quand, quand j'étais un enfant, ma mère m'a montré comment faire. Mes parents, mais je me faisais, je me faisais, je me faisais battre par mes collègues d'école et ma mère m'a dit, maintenant tu vas vers le gars, tu lui fous un coup de poing dans la gueule et après tu reviens vers moi. Ça s'est passé il y a 23 ans maintenant. Ma mère n'a rien fait contre le tyran à l'école. Et moi j'étais une victime, évidemment. J'ai été, je l'ai foutu un coup de poing dans la gueule. C'est le gars qui faisait que de tyranniser tout le temps. Et pam! Et pendant quelques années, je me suis pas fait tyranniser jusqu'à ce que j'arrive dans un nouveau groupe et je me suis pas, après je me suis refait tyranniser. Et en fait, mais de faire cette action-là l'a fait arrêter d'être un tyran à l'école. Il a même arrêté de faire ça aux autres. Et je pense que ce gars-là, il a sûrement été tyrannisé par son père à la maison. C'est comme ça qu'il a appris à se comporter comme ça. Donc je comprends ça, je comprends, du pardon pour ça. Donc amener de la justice ou établir ses frontières. Donc oublions cette histoire de violence physique. Mais parlons de violence émotionnelle et de mettre des barrières émotionnelles. Donc de mettre des barrières émotionnelles, c'est simplement de vous respecter soi-même. S'il y a quelqu'un qui agit avec violence, vous avez besoin de répondre. Vous avez de la même façon 10% de plus quand il n'y a aucune autre façon. Ok? Vous avez besoin de vous défendre. À un moment donné, vous avez besoin de vous défendre pour leur montrer que leurs actions font mal. Souvent, la solution, c'est l'indifférence. Quelqu'un est en train de jouer le persécuteur, mais c'est pas physique, c'est simplement quelqu'un qui vous menace. Vous pouvez décider que vos frontières. J'en ai rien à foutre. Tu peux disparaître de ma vie, j'en ai rien à foutre. Souvent, ils vont dire je n'ai pas de pouvoir sur leur esprit, je ne peux plus être un persécuteur. Donc, très souvent, la violence ne sera pas une option, mais dans des cas très très rares, ça peut être que de la violence est un acte de compassion. Si un policier tue un meurtrier, ce policier vient de sauver la vie de ceux que ce meurtrier aurait tué. Donc la violence, c'est pas un persécuteur automatique. La violence, c'est comment la nature dans la jungle établit ses frontières. Dans la jungle, c'est une force nécessaire. Le persécuteur ce sera une vague émotionnelle à l'intérieur de toi qui va te faire gueuler sur les gens et va te faire avoir envie de leur donner un coup de poing, d'avoir envie d'abuser les autres simplement parce que tu ressens tellement de douleur à l'intérieur. Donc ça, c'est un aspect, mais c'est aussi une vague émotionnelle qui a envie d'obtenir quelque chose. Ou c'est pas une situation où vous essayez de rétablir ou d'agir avec justice, mais vous avez simplement envie de casser le monde de par votre haine, simplement pour pouvoir rétablir une
position dominante. Donc, observez si c'est de la justice ou un acte de persécuteur. Ce ne sera, des fois, ça sera pas de la compassion, pas de la gentillesse. Ça sera simplement pour obtenir une place de dominance. Le voisin singe, je vois un singe qui a une banane. Si moi je veux une banane, je devrais monter à un arbre. Donc je suis paresseux, je vais prendre sa banane. Et lui, il n'est pas content, donc maintenant, ça va créer un conflit, il va pas être content. Et puis moi, je vais dire, non, c'est ma banane maintenant. Et voilà, c'est la jungle. Et nous, on est un peu comme des singes dans la jungle. Donc, ayez le discernement pour faire la différence. Qu'est-ce qui est vraiment un persécuteur ou qu'est-ce qui est un acte de justice? Souvent, dans notre système actuel, on n'a pas besoin de violence. C'était souvent dans le passé que c'était comme ça. Donc, prenez une respiration profonde. J'espère que ce cours sur les 3 rôles vont vous aider à comprendre quand vous les jouez. Mais ça va aussi vous permettre de comprendre le monde, comment la jungle fonctionne. Et aussi, quand vous n'êtes pas en train de jouer les rôles parce que vous avez appris à propos de ces... Vous imaginez que vous avez compris, mais vous êtes trop rapide à être dans votre mental. Donc à ce moment-là, allez dans vos émotions. Quelle est la saveur? Est-ce que vous êtes en train de survivre ou est-ce que vous jouez la victime? Est-ce que vous êtes en train de vouloir de l'attention et vous jouez le sauveur ou est-ce que vous avez envie de prendre soin des autres et vous avez envie qu'ils deviennent autonomes? Est-ce que vous êtes en train d'abuser le monde en tant que persécuteur ou est-ce que vous êtes en train d'établir vos propres frontières? Ça demande du discernement et c'est pas quelque chose qu'on peut penser, c'est pas quelque chose qu'on peut déduire dans son mental. Peut-être on peut déduire certaines choses, mais vous avez vraiment besoin d'aller ressentir, découvrir la saveur de ces choses et vous allez sûrement vous mentir à vous-même avant d'admettre quel est le sentiment à l'intérieur. Mais avec le temps, vous pouvez résoudre tout ce que vous voulez. Avec le temps, vous pouvez cultiver l'honnêteté requise. Vous allez résoudre tous les potentiels. Vous pouvez le faire. Ok. C'était cool. Je vous aime les gars. Passez une bonne journée. À la prochaine.